Bonsoir, comment vas-tu? Salut, comment ça va? Ça va bien, je te remercie. Moi aussi. J'ai regardé cet après-midi l'inauguration de Trump. Et alors, Et, j'ai pas vu. en fait, je l'écoutais commenté par les gars du Babylon Bee, donc en fait, c'était assez drôle. Ah oui. Ah, ils arrivent à être drôles en Ah direct. ouais, 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 ils arrivent à être drôles parce qu'ils disent, bon alors maintenant, Trump va demander à à toutes les participantes de passer la main sous leur siège et elles vont trouver un paquet avec, avec une grande robe rouge et un bonnet blanc. Tu sais, comme dans la série, enfin le roman et puis la série la Servante écarlate. Tu sais, c'est Je cette connais pas espèce la de référence. dystopie. Ok, Ouais. bah c'est une dystopie où tu as une sorte de régime chrétien fasciste et toutes les femmes sont transformées, enfin, en tout cas les femmes qui font pas partie de l'élite sont transformées en procréatrice en fait, parce qu'il y a très très peu de la natalité s'est effondrée, les femmes sont plus Mhm. fécondes et donc les femmes sont soumises uniquement à leur fonction reproductrice. Enfin, voilà, c'est une Ouais. blague, bon, c'est une Et blague ça, qui a ça me cours fait à propos de penser Trump. à un humoriste américain qui s'appelle Ryan Long, je crois, qui est assez actif sur YouTube et qui fait partie de ceux qui adorent aller dans la rue et puis poser des questions à toute cette masse complètement ignarde d'Américains. Et alors, juste après l'élection de Trump, il était allé sur Times Square et puis il avait dit aux femmes, alors qu'est-ce que vous n'êtes pas inquiète du fait que Trump, il va interdire le fait d'être une femme, etc. Et puis des trucs complètement dingues. Et évidemment, ces gens qui ne connaissent pas, ne réalisent pas évidemment que c'est absurde. Et puis c'est là, oui, non, mais effectivement, c'est quand même un peu inquiétant. On peut vraiment pousser vraiment les choses très très loin quand on arrive à garder son sérieux, hein. Oui, mais ce sont Mais en fait, dans les annonces de Trump, ce que j'ai bien aimé, c'est les annonces géographiques. Tu sais, donc, on savait déjà qu'il voulait rebaptiser le golfe du Mexique en golfe des États-Unis, ou je sais pas exactement quel terme ouais, qu'il veut ok. utiliser. Mais surtout, en fait, un autre truc, mais moi, ça me touche beaucoup, parce que j'aime bien la montagne, c'est qu'il veut rebaptiser le sommet de l'Amérique du Nord, Ah oui, le Denali. qui a été rebaptisé Denali sous Obama, Oui, une McKinsey. espèce de nom pseudo indigène, Ouais, alors que son nom historique c'est le McKinsey. McKinley. Enfin, c'est Pardon, comme pas ça qu'il a été. McKinsey, qu'est-ce que je raconte, oui. McKinley, et donc d'après Ouais. un président président des États-Unis qui s'appelle McKinley et qui a donné son nom. C'est comme l'Everest, enfin personne n'appelle l'Everest le Chomolungma ou quelque chose comme ça, c'est je pense aussi un pseudo-nom Sherpa ou népalais. Oui. Parce qu'en fait, les gens ne nommaient pas du tout ces sommets qu'ils n'avaient pas du tout, enfin, qui étaient très loin, ils vivaient pas, ils les voyaient jamais. Et donc, ça aussi. Et puis, il a confirmé qu'il voulait reprendre le canal de Panama, hein. Je sais pas comment il va faire, mais. Moi, ce que je préfère, c'est que il a confirmé qu'ils allaient planter un drapeau sur Mars. Ah oui, 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 il veut mettre les. Alors, à ce Il moment, faut se dépêcher. il y avait Elon Musk qui est derrière. Attends, bah. Et puis il y avait des tas de trucs rigolos. Il y a le sénateur américain là, de la Pennsylvanie, sénateur démocrate, qui est arrivé en short, tu sais, en short mais pas en Bermuda, en short de survêtement, tu sais, des survêtements pas Ouais. découpés, mais enfin un peu ce genre-là, et avec un sweat à capuche. Mais Pour... il s'appelle Fetterman, je crois. Euh, et Mais alors, ça voulait illustrer quoi? j'en sais rien, mais Ah il est oui. arrivé alors en fait, il soutenait pas Kamala Harris, ce gars-là, hein. Mhm. Mais bon, c'est un démocrate un peu à l'ancienne, je crois, très, très proche de ses électeurs populaires de Pennsylvanie. Oui. Il y a aussi un autre truc marrant, c'est que il y avait Mark Zuckerberg, le patron de Meta, Facebook, Oui. Instagram, tout ça, qui à un moment a été pris en train de lorgner dans le décolleté de la nouvelle femme de Jeff Bezos qui était assise à côté de lui, ou à deux personnes, alors tu vois son regard, parce qu'elle avait une espèce de truc pigeonnant comme ça, et alors tu vois, pendant une demi-seconde, elle le regard t'es aimanté comme tous les hommes, hein, Mhm. aimanté par la poitrine Et de la... surtout que sa femme à lui est asiatique, donc ça doit pas être le Ah oui. même, le même menu. Bon, je pense que ça dépend des femmes asiatiques.
Elles sont réputées pas avoir beaucoup de poitrine, je pense pas que ce soit très vrai. Mais en tout cas, là, il était l'espèce de poupée gonflable de Mhm. Jeff Bezos, là, enfin, sa nouvelle femme, qui était à côté. Voilà, ça, c'est les trucs brefs rapides que j'ai eu. Et puis, il y avait évidemment il y a eu un pasteur noir, un preacher, plutôt qu'un pasteur même, qui a commencé à se lancer dans une tirade Mhm. très émotionnelle, enflammée, pour appeler la bénédiction de Dieu sur Trump. Puis ensuite, Ah il y oui. a eu un rabbin qui était là, il a appelé. Puis il y a eu une espèce de Mais pasteur au micro. luthéro-calviniste. Au micro, ouais, ouais, Ah ils se oui. sont succédés après le discours de Trump. J'ai pas vu de catholique, mais j'ai peut-être raté. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de marrant euh, ouais, bon. Ce qui est vraiment Ouais. phénoménal, je trouve, c'est dans toute la presse, le changement d'opinion. Je crois qu'on en avait déjà parlé, hein, Oui, ouais. mais c'est vraiment Dans les étonnant. élites, dans les élites d'affaires aux États-Unis, dans Ouais. l'opinion une partie des journalistes, enfin pas tellement en Europe, enfin un petit peu quand même en Europe, mais bon, surtout aux États-Unis, c'est là que ça compte. Hein. De toute façon, il est président des États-Unis, il n'est pas président d'autre chose. Mhm. Donc c'est l'opinion des États-Unis qui compte. Euh, enfin voilà, c'était l'inauguration de Trump. Euh, Oui. Bah, écoute, moi je suis allé à Saint-Moritz, et alors, Ah, ça m'a inspiré une réflexion parce que je crois que tu connais bien l'endroit aussi. Je crois que tu y étais à Noël et alors, je me suis dit: «Bon alors c'est sans doute la plus vieille station de ski au monde». C'est un peu là qu'on a commencé à c'est vrai? inventer, cette idée. C'est vrai? Bah, oui, enfin ça fait au moins, c'est l'entre-deux-guerres, hein, je crois. Il y en a qui sont plus anciennes, hein, dans ce cas-là. Je crois que Megève, ça date pas d'avant? Non, alors, juste la particularité de Megève, c'est que ça a été créé après la guerre par les Rothschild, alors la Première Guerre mondiale, Ouais, c'est ça. hem, pour justement, parce qu'ils voulaient plus aller chez les germanophones et donc ils ont importé, ce style, de sport d'hiver, dans cet endroit qui leur convenait. Mais, mais disons que c'était quand même, enfin, je crois que c'est là qu'ont été organisés les premiers Jeux olympiques, non? Enfin, c'est quand même un endroit Non, assez c'est Chamonix, emblématique. non, c'est Chamonix, Ou Chamonix? 1920. Ah. Ouais. Bon, Quelle est enfin, la c'était un des premiers et c'était quand même assez emblématique Je me demande si c'est de pas Gstaad même qui est. Gstaad? Euh, Ah bon? ouais, ouais, euh, Ah, t'as raison. Saint-Moritz, ouais. Mais Saint-Moritz quoi? 1864, 1864, la plus ancienne station de ski. Ah oui, oui, mais enfin, je pense que la tout ça est un peu, comment dire? Alors, ils disent que la Clusa, Il y en a plusieurs qui ont eu l'idée en même temps et cetera, mais j'ai l'impression ils ont vraiment, un peu défini ce style et je me disais: «C'est quand même». Alors là, ouais, c'est vrai que la Clusa, c'est pas très en altitude, mais disons que l'argument que je voulais déployer, c'était, la réflexion que ça m'avait inspiré, c'était de me dire: «Pourquoi est-ce que, s'ils sont allés si loin, si haut et cetera?» Sachant qu'aujourd'hui évidemment, le bas de la vallée de Saint-Moritz étant à 1 800 m, c'est assez exceptionnel en fait dans c'est les haut, Alpes, ouais. hein. Mm. Il y en a pas énormément des vallées, Ouais, Chamonix, c'est 1100, c'est 1100 mètres. Mm. voilà, 1000 oui. mètres. Alors Chamonix évidemment est connu pour l'alpinisme, mais peut-être, j'aurais plutôt tendance à dire moins pour les sports d'hiver purs alors que, que Saint-Moritz. Alors il y avait un peu l'été, je crois que Nietzsche il y allait l'été, parce qu'à l'époque les gens n'avaient pas de climatisation, donc ils aimaient bien aussi la fraîcheur des montagnes. Mais je me disais quand même que avec toutes ces histoires d'enneigement, et cetera, c'est vrai que ça reste quand même aujourd'hui, hein, toutes les stations de 1 800 m, que ce soit Courchevel, Saint-Moritz, et des endroits comme ça, le Val d'Isère, qui sont, vraiment un peu à notre époque, on a quand même la neige est moins sûre, toujours ça reste toujours un peu le seul endroit, pas le dernier refuge, mais un des derniers endroits où on est sûr d'avoir de la neige. Je me disais: «Mais si une des premières stations de ski du monde a
ils ont pris la peine de la faire tant en altitude, parce que finalement, la certitude de neige, elle était aussi grande en fait à l'époque. Et je trouve que c'est très difficile. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de recherches à ce sujet, mais je trouve que rétrospectivement, c'est difficile de souvenir quand on était petit. Oui, moi je me souviens il y avait des moments où il y avait beaucoup de neige, mais alors est-ce qu'il y en avait tellement, etc. Et si déjà il y a 100 ans ou même 150 ans, en fait, les gens, leur réflexe, enfin, ou du moins là où ils ont réussi à exploiter ça, c'était à 1800 mètres, qui est quand même extrêmement haut et surtout très difficile d'accès, en fait. C'est aussi quelque chose qui est assez frappant quand on pense à Saint-Moritz, c'est le fait Mm. que ce soit vraiment le bout du monde des Alpes, presque quasiment, quel que soit C'est l'endroit pas très duquel on loin de parte. Milan. C'est à 2 ou 3 heures de Milan, hein. Oui, mais on en parle quand même d'une époque où en fait les gens qui allaient là-bas, je pense pas que c'était bon, les Italiens, ouais, c'était surtout en fait des gens de Grande-Bretagne, etc. Plutôt du Nord, hein, j'ai un peu mon impression. Mais c'est vrai que c'est pas très très loin de Milan non plus. Et, mais disons que par rapport au pays qui est la Suisse, bah, c'est en fait très isolé. Et donc voilà, je me disais que peut-être que là aussi il y avait un peu pour eux, à cette époque-là, c'était déjà en fait la certitude d'avoir de la neige et donc de pouvoir attirer les touristes, quelles que soient les conditions. Oui, je pense que, enfin, bon, maintenant on commence à avoir un peu de mémoire. Moi, j'ai 40 ans de mémoire de neige dans les Hautes-Alpes principalement, puisque c'est là qu'on allait. Et il y a eu des années sèches je me souviens, dans les années 80-90. Hein. Il y a eu des étés, des hivers où il y a eu très peu de neige. Et récemment aussi, il y a eu très peu de neige, mais il y a eu des étés, il y a eu des hivers où il y avait beaucoup de neige. Euh, bon, évidemment, c'est juste des souvenirs, donc j'ai pas vraiment de. Et puis j'y passais pas tout l'hiver. Oui, Euh, oui, en fait, on vient sur un petit épisode. Et moi, depuis que j'habite ici en montagne, je remarque en fait aussi que alors c'est vrai qu'évidemment en février, il y a plus de chances que la neige qui est tombée ait pu rester, surtout en altitude. Donc c'est vrai en deuxième moitié de saison, ça aide quand même beaucoup. Mais, c'est vraiment très, très imprévisible en fait. Ce qui est certain, c'est qu'on arrive à avoir des statistiques assez. Enfin, pardon, je reprends. C'est parce que juste avant d'aller à Saint-Moritz, j'avais vu par hasard sur internet une photo des Alpes de haut qui avait été prise par un satellite ces jours-ci et qui disait que les conditions d'enneigement étaient à peu près semblables à l'année dernière à cette époque. Enfin, ou à une année normale, pardon. Et, euh, et en arrivant là-bas, je trouvais qu'il y avait moins de neige que l'année dernière où j'y étais allé à peu près au même moment, une ou deux semaines près. Et donc, moi, je trouvais qu'il y avait moins de neige. Et puis, je pense que évidemment, ces statistiques, ils les lissent sur l'année aussi, en comptant le nombre de mètres de neige qui est tombé. Et donc, en fait, qu'elle arrive en début ou plus tard dans la saison, généralement, j'ai l'impression que ça s'équilibre un peu. Et donc, le moment où arrivent les vacanciers qui, disons, vont venir chaque année à Noël ou chaque année en février, bah, ils peuvent aussi être un peu surpris ou ne pas trouver la neige qu'ils attendaient. Ouais, regarde, là, je vois, je tape sur Google, hein, je tombe sur un article du Dauphiné Libéré, 2021, avec 82 centimètres au sol ce 10 décembre 2021, Chamonix a frôlé son record historique, vieux de 55 ans, où l'on relevait 90 centimètres un 10 décembre, en 1966. Tu vois, bon, évidemment, c'est compliqué, mais de comparer. Mais là, par exemple, tu vois, en fait, il y a eu en tout cas, dans les enregistrements Mhm. parce que c'est assez récent, hein, les enregistrements de température, de phénomènes météorologiques. Et, euh, et là, bon, bah, tu vois, dans 2021, il y avait un record de neige, jamais vu autant de Mhm. neige depuis 1966. Ouais, enfin, À surtout une époque, début décembre, ouais. voilà, c'est ça. Où il Et y a en pas beaucoup général, quand t'as de la d'accumulation. neige, et quand t'as de la neige qui arrive en début de saison, elle se maintient. Parce que les températures restent basses, et puis surtout la neige isole le sol. Oui.
Enfin, et donc, et elle reflète la chaleur, donc elle reflète le soleil, donc elle reste beaucoup plus longtemps. Enfin bref. Bon, ça, c'est pas des considérations très sérieuses qu'on a là, mais j'ai pas l'impression que, peut-être que pour des stations plus basses, ça joue. Mm. Mais bon. Et puis en fait, il y a toujours c'est vrai quand on traverse comme ça ces paysages et qu'on essaie et qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige dans les vallées qui est tombée la semaine précédente, j'observe un peu avec le temps que bah, finalement tout dépend de l'orientation du massif en fait, hein. C'est vrai que même en plein hiver, tout ce qui est orienté sud, là, il y a pas de enfin, si ça tombe, ça se maintient pas et puis de l'autre côté, en revanche, c'est extrêmement, c'est la neige, orientée nord, c'est très stable et donc il y a aussi toutes ces histoires de j'ai aussi l'impression que toutes les stations de ski sont devenues vraiment sont passées maîtresses dans l'art d'organiser cette neige, en fait, de la déplacer, Ah ouais, il y a eu de la d'énormes stocker progrès. même Hmm. l'été et c'est devenu, très artificiel dans le sens où, la manière dont cette neige enfin, c'est vraiment c'est de la sculpture, Du je sais pas, jardinage. du jardinage ou alors, quasiment, en fait, l'équivalent de la création d'une autoroute chaque année, en fait, sur la manière dont c'est remblayé, etc. Et vraiment très, ça, ça rend quasiment les conditions presque, allez, enfin, pas moins importantes. C'est sympa d'avoir de la poudreuse, mais voilà. Et comme en fait aussi le ski, alors c'est moins valable avec la popularisation du ski de randonnée, mais le ski de piste lui-même est vraiment devenu il y a vraiment une tendance d'avoir du ski de piste pour du ski de piste, avec notamment les skis paraboliques et les gens qui sont vraiment passés maîtres dans le fait de pouvoir de façon très artistique descendre une pente. Mais alors c'est uniquement valable le matin quand on est, je sais pas, 12 heures après le passage du chasse-neige, de la Dameuse la nuit, on a ces magnifiques rainures. Je me souviens d'une descente que j'avais faite une fois, hein, la première cabine où est-ce que c'était? C'était à Loèche-les-Bains, où, où j'ai effectivement, c'était incroyable cette sensation sur la piste parfaitement damée, personne n'est passé, c'est bien dur. Et là, le ski accroche très très bien, alors qu'évidemment en fin de journée, on a tendance à plus glisser. Et donc il y a aussi un art de tout ça qui fait on a besoin de la piste, on a besoin de la dameuse et de tout ça pour pouvoir obtenir ça. Et on n'est plus vraiment dans la nature du tout. Ça, c'est vraiment très très différent. Qu'est-ce que tu faisais à Saint-Moritz? Simplement passer le week-end pour Hmm. changer un peu d'air, justement pour voir un peu plus de neige. Et voilà. Mais c'est pas, je sais pas, je pense pas C'est que pas ça. beau, Saint-Moritz, hein? C'est pas agréable du tout, hein? T'aimes ça, toi? Moi, c'est les autres villages dans la vallée, en avant, en amont ou en aval. Oui, 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 mais non, Saint-Moritz. je parle de la région. Ah, ok, pardon, On n'était pardon. pas à Saint-Moritz même, qui effectivement, il y a beaucoup de marketing en fait hein, dans toutes ces stations de ski. Et quand on prend vraiment les choses pour ce qu'elles sont, c'est vrai que ça a peu d'intérêt. C'est pas particulier. Déjà, l'architecture des Grisons dans ce coin-là, et je trouve ça déstabilise un peu le fait que ce soit des maisons en pierre et pas les fameux chalets en bois, parce que je pense que dans notre imaginaire, on est vraiment très attaché à tout ce bois. Et donc c'est quelque chose, c'est Bah, très quand on joli, vient, c'est quand on très connaît les joli, Alpes hein, du mais Sud, quand on connaît les Alpes du Sud en France ou certaines vallées italiennes où c'est en pierre et en crépi, bon, oui, c'est- non, je te rejoins sur ça, mais bizarrement, à chaque fois, même ça, c'est comme pour moi le fait d'aller dans les Carpates. Par exemple, à Noël dernier, j'étais à Zakopane et toute l'architecture en bois, mais le modèle architectural n'a rien à voir avec les chalets parce que la pente du toit, et puis la manière dont c'est construit, etc., ça est très différente et ça m'évoque moins de choses en fait. Et
Donc c'est un peu la même chose. Pourtant c'est très très joli hein, dans les Grisons parce qu'il y a les maisons sont très bien, sont joliment décorées. Je trouve que les églises aussi sont vraiment très jolies. Là j'ai pris une très belle photo là où on était parce qu'il y avait un magnifique soleil avec je sais plus quel arbre c'était, mais qui était à côté d'un clocher avec le ciel bleu derrière et puis des très très jolies peintures, enfin, des petits motifs peints sur le clocher. C'était vraiment très joli. Donc non, il y a des choses remarquables, mais c'est vrai que ce qui est vraiment exceptionnel dans la vallée, c'est tout ce tout ce qu'il y a autour des lacs. Ça, c'est vraiment incroyable. L'année C'est dernière, on avait superbe, vu hein. les courses de chevaux sur la glace. Ça, c'est vraiment Les lacs magnifique. étaient gelés quand tu y étais? Là, oui, oui. Ah oui, parce que quand on y à Noël, ils étaient pas encore gelés. Ils Ah bon? commençaient tout juste. Ouais. Ah d'accord. Non, il y Bah avait là, encore non, du. non, entièrement gelé, et puis partout, c'est très amusant l'organisation. Évidemment, toutes les pistes de ski de fond. Et puis, quand on descendait, on a vu sur l'un des lacs, là, il y avait 8 petits rectangles qui avaient été déblayés. En fait, c'était 8 patinoires. Et puis, non, enfin, c'est incroyable parce que peut-être ce qui est exceptionnel à Saint-Moritz, enfin, disons dans la vallée, dans cette partie-là des Grisons, c'est le fait et ces différents aspects, donc pas seulement les sports d'hiver au sens du ski, mais aussi le fait de pouvoir faire du patin à glace, et puis d'autres choses. Puis je crois que c'est plus ou moins là qu'a été inventé le bobsleigh aussi. Et puis tous ces sports de luge comme ça, c'est très amusant. Mm. Ouais, c'est vraiment un très beau coin. C'est évidemment très loin pour les Français. En voiture, ça n'en finit pas. Et puis c'est hors Euh, de prix. alors c'est très cher, ouais. Ouais. Enfin, c'est très cher. Euh, donc c'est un hôtel en demi-pension, un très bel hôtel en très belle demi-pension. C'est 200 avec le vin etc. hein, et tout. Hein, c'est 240. J'avais fait le calcul, c'est 240 € par personne, par nuit, par jour, quoi, en demi-pension. C'est cher, mais c'est de la demi-pension dans un cadre Mm. exceptionnel, quoi. Un hôtel à Paris, c'est avec demi-pension, c'est pas ça, c'est 400 € Oui. et qui est l'équivalent. Donc, Mais je pense que les gens ils calculent peut-être pas souvent par personne. Parce que, oui, bien sûr, tu as un budget, mais disons que si tu calcules par personne, si tu ramènes oui. ça au coût par personne, tu te dis, ah, tiens, bon, alors si tu veux faire du ski, les forfaits sont extrêmement chers, la location de ski extrêmement chère. Bon, c'est la Suisse, hein, voilà. Mais l'hôtellerie, le séjour lui-même, ça reste, c'est cher, mais c'est pas hors de prix. Mm. Ça, ça va passer, va passer 5 jours à New York, hein, Oui. ça a deux fois le prix. Non, non, mais c'est Euh, plus par rapport à d'autres endroits, d'autres stations de ski, en fait. Enfin, ça va être, c'est très difficile de faire des comparaisons, en fait, parce faut regarder la taille du domaine, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça. Je trouve pas que Saint-Moritz soit très familial, en fait. Ça, c'est peut-être quelque chose que je trouve moins bah, sympathique. si, Peut-être aux si, alentours, ça l'est si. un peu, Ah bah tout à fait. mais Moi, c'est tout à fait familial. Tu vas à oui. Sils Maria, tu Non, fais non, des mais maisons. je parle pas de Sits Maria ou des villages aux alentours, mais purement de Saint-Moritz lui-même. Ah oui, non, bah, C'est, les Samoritz, c'est bling bling, t'as plein de bagnoles partout, tu respires des pots d'échappement en plein centre-ville, mm, c'est mm, mm. atroce, avec la neige sale, c'est gris, là c'est vraiment hors de prix. Euh, ah non, ça n'a aucun Saint-Moritz, la ville de le village, la ville de Saint-Moritz en elle-même n'a aucun intérêt. Il faut aller dans les soirs, je répète, hein, soit plus Mm. haut, Sils Maria, Silva Plana ou plus bas, que je connais pas, mais Samedan ou Tsuos, je crois que c'est pas Oui, mal aussi, Tsuos, ouais. mais ou alors vers Peut-être. Pontresina vers l'Italie, vers la Mhm. Bernina, mais mais c'est très beau.
c'est vraiment un coin très beau, qui assez très reculé, même s'il y a pas mal de monde. Et ça change beaucoup des Alpes françaises, hein. Ça, je recommande vraiment Hmm. d'aller dans cette vallée, pas à Saint-Moritz même, mais bon. Et puis on y accède en train aussi, très facilement, en réalité, hein. C'est combien d'heures de Zurich? De 2, 3 heures? Oui, c'est ça. Nous, ça nous a pris 2h15 d'aller jusqu'au village où on était. Et puis, il y avait encore une vingtaine de minutes jusqu'à Saint-Moritz, hein. Mm. Hmm. Ouais, donc 2h30, disons, environ. ouais, c'est ça. Donc c'est très accessible en train, et puis t'as tes trains toutes les demi-heures, hein, pour aller à Saint-Moritz. Donc Oui, c'est pas Chamonix. Chamonix en train, c'est compliqué. Mais il n'y en a pas beaucoup, enfin, il y en a 3-4 par jour peut-être. oui, c'est vrai, oui, que Chamonix est pas, Ah oui, il n'est pas bien desservi, hein. ouais, paradoxalement. Non, donc c'est vraiment remarquable. Et puis, c'est très amusant de, enfin, d'aller au ski. C'est très fatigant de faire un week-end au ski, parce que bon, on a beau être prêt en distance, en réalité, on a toujours besoin de le même équipement qu'on parte une semaine ou une nuit. Alors, c'est c'est vraiment, ça c'est vraiment épuisant. Mais bon, c'est comme quand il y a quand il y a du soleil et puis cet environnement, c'est quand même vraiment magique. Et en plus, il y avait personne. Peut-être enfin, Ah oui, t'es hors saison, enfin, t'es entre deux voilà, saisons, dans ce on est moment. entre deux saisons. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais je trouve que quand il y a personne comme ça c'est vraiment aussi un autre luxe qui peut-être est à prendre dans le prix auquel on pense pas vraiment en fait. Parce que c'est vrai que j'ai tellement de souvenirs étant petit de queues gigantesques sur enfin, bon, la queue, ça c'est un peu résorbé dans toutes les stations de ski depuis que les remontées mécaniques sont beaucoup plus rapides et résultat, il y a plus de monde sur les pistes. Mais les bouchons, la difficulté de se garer, le fait que les choses soient loin les unes des autres, etc. Les gros villages où tout est éclaté, ça je trouve que je commence à, c'est quelque chose que j'apprécie de moins en moins en fait. Et je réfléchis beaucoup plus en termes de proximité pour ces petites stations de ski, surtout quand les enfants sont jeunes. Et ben là, c'est pareil, hein. T'as un petit Ouais. tire-fesse au milieu du village, à côté de la patinoire, à côté de la piste de luge, et à côté de la Ouais. piste de ski de fond dans un rayon de 100 mètres. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et puis Non, tu prends le bus, et si tu veux monter vers tu prends le bus, et t'as 5 minutes de bus du centre ok. pour aller choper le téléphérique. Ouais, C'est- on va essayer aussi d'explorer ce coin-là. Oui. Super. Et quels sont les autres sujets t'ont fait réfléchir ces derniers temps? Ah, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, évidemment, j'ai beaucoup de considérations politiques, hein. Mhm. Euh, je regarde, je suis les sondages en Allemagne, en Angleterre, euh, et je vois les partis populistes enfin, le Reform de Nigel Farage. Les élections sont dans longtemps, hein, alors faut être très prudent, mais en tout cas dans les sondages en ce moment, et ça donne une idée de l'impopularité des travaillistes. Il est à égalité avec les travaillistes. Ah oui. Ils sont Reform est devenu le premier parti, numéro 2, enfin en tout cas premier parti avec le Labour. Ils sont tous Et les deux ils ont quoi? à Ils ont 24-25% dans les deux sondages. députés, c'est ça? Trois députés? Quatre. Ils en ont Quatre? quatre. Oui, parce qu'ils ont fait Et il y en a combien en Angleterre ils des ont eu députés? 14%. Ils ont fait 14% des sondages. Il y a de 14% des élections. Il y a 560, quelque chose comme ça, un peu Ah comme en oui, donc France. énorme quoi. Ouais, ils ont très peu, mais c'est à cause du système électoral en Angleterre, hein. Oui. C'est un système à un tour, majoritaire à un tour. Donc c'est le premier, celui qui arrive en tête, qui l'emporte. Donc, c'est pour ça que les travaillistes qui ont fait 34%, je crois, des voix ont obtenu 400 députés, les deux tiers des députés. Donc c'est tout à fait le phénomène majoritaire est très fort, très très fort.
Trump, c'est qui arrive en tête, le parti qui arrive en tête dans le plus de circos, il l'emporte, même s'il n'a pas la 50% des voix. Et Oui, puis oui. pareil, en Allemagne, le parti AfD est un peu plus loin, derrière la CDU. Le CDU est juste en dessous de 30%, et l'AfD est à 21, 22. Ils sont encore assez loin. Mais, enfin, assez loin, ils sont à 4 points, quoi, en gros, hein, puisque tu divises par Mhm. deux, là, l'écart. Donc, ce qui est pas beaucoup, il peut y avoir enfin, un renversement, le scrutin est dans un mois. Ah oui, ok, Euh, ça c'est éminent, d'accord. ouais, c'est fin février. Et donc c'est très intéressant avec la vague avec l'élection de Trump, ça a donné des ailes et ça fait réfléchir les électeurs européens. Mais bon, voilà, on est encore loin de Mhm. la marée générale, hein, c'est sûr, hein, la bête bouge toujours, la bête est toujours vivante, hein. Et Bah, je reprenais hier des nouvelles de, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis allé revoir les vidéos les plus récentes d'Aldostérone, là, cet Algérien j'écoute plus du tout. Ouais, qui est, j'écoute plus du tout. qui est installé En en Angleterre? Angleterre, et là, il annonçait qu'il quittait définitivement. Il en avait vraiment sa claque. Il retourne en Algérie? Il disait pas encore, je pense qu'il voulait faire durer le suspense. Il disait que ça serait pas en Occident. Bah, il va Euh, aller à Dubaï, hein. ouais, je parie pour les Émirats. Euh, Ça pourrait être l'Algérie, hein, ceci dit. Il est chiite. Il est chiite, lui. Il est Ouais. chiite. Euh, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il se plaignait du fait que enfin, c'est toujours très difficile, hein, quand on a un tempérament un peu pessimiste et qu'on a habité dans pas mal de pays, puisqu'il habite en France, en Suisse, en Grande-Bretagne, de ce que je sais. Il a même fait une tentative en Croatie, pendant le Covid. Et en fait, j'ai l'impression on voit toujours, on n'est jamais vraiment content là où on est. Donc là, il prétend que l'Angleterre est pire que la France. Et donc que vraiment, alors la France c'est pas bien, mais alors l'Angleterre, parce que tout est extrêmement cher, on se fait racketter de tous les côtés, et puis en plus on n'a vraiment pas eu toute la qualité. Et je sais pas, c'est Ouais, la difficile qualité de de vie en juger. Angleterre, elle est faible, hein. Moi qui y suis souvent, euh, Oui. je peux le dire, hein. Les infrastructures les routes sont mauvaises. Je prends plus jamais les trains en Angleterre. Euh, Bah, les trains les, sont très chers en fait, hein. ouais. Ça... Et puis c'est compliqué. Moi je me souviens quand j'habitais là-bas, euh, c'était vraiment... J'étais à Birmingham, pour aller à Londres, il y avait donc deux lignes de train qui partaient de deux gares différentes. Donc deux gares différentes à Birmingham, deux gares différentes à Londres, qui faisaient des trajets parallèles, et avec des tarifs complètement différents, des horaires complètement différents, et des sociétés différentes qui opéraient les lignes. Et c'était un peu incompréhensible, ce système. Bon, c'est juste pour illustrer un aspect, sans compter le fait que bah, c'est quand j'ai quitté la France pour aller en Angleterre, c'était quand même déjà le système où tous les tarifs changeaient en fonction de l'heure auquel on prenait le train en France. C'était déjà ce système que j'ai toujours déploré, et que je trouve, enfin, c'est quand même un des gros avantages des transports publics en Suisse, c'est ce système du billet à la journée où on prend le train quand on veut. Euh, mais en Angleterre, c'était encore plus. Enfin, et c'était à moitié, c'est pas vraiment, il y avait toutes les histoires de off-peak ou je sais pas quoi, et donc c'est un système où il y a des horaires pendant la journée, en fait c'est bon, le matin et en fin d'après-midi quand les gens voyagent effectivement, où en fait le billet qu'on a acheté est pas valable pour ça, et puis les prix augmentent énormément quand c'est au moment du pic de trafic, et puis ça, je sais pas, tout ce genre de considérations qui peut-être du point de vue de l'opérateur des trains, ils se disent que comme ça va leur permettre de lisser, enfin, d'encourager les gens à prendre les trains qui sont moins fréquentés. Mais du point de vue des gens qui
arrivent, qui circulent un peu comme façon touriste, c'est très très compliqué de s'y retrouver à chaque fois dans tous ces systèmes, et je trouve que ça encourage les gens à abandonner en fait ces transports. C'est-à-dire la Mhm. voiture, je monte dedans, on me fait pas payer le péage à un autre prix parce que je circule à telle heure. Enfin, encore en Angleterre, il y a même pas de péage. Et puis, ouais, ça c'est triste. L'autre problème en Angleterre, c'est la météo. Et l'hiver, l'été ça va évidemment parce que les jours sont très longs, mais l'hiver, mon Dieu, même dans le sud de l'Angleterre, enfin c'est comme le nord de la France, quoi, c'est même un peu plus au nord. Les journées sont très courtes, il y a très peu d'ensoleillement, c'est difficile, hein. Et En ça, plus fait, je vieillis, plus je suis ouais, sensible à la luminosité l'hiver. mais je te rejoins. En fait, il y a quelque chose d'un peu incompréhensible pour moi dans l'Angleterre, c'est leur choix de fuseau horaire. Parce que, en fait, ils sont à peu près à la même longitude Nous, que nous, mais ils ont un autre fuseau horaire qui leur raccourcit les après-midi, en fait. Et donc, c'est eux qui ont raison historiquement, puisque avant la Seconde Guerre mondiale, Paris était sur le fuseau horaire de Londres, et puis ils sont passés sur le fuseau horaire de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis ils y sont restés. Mais bizarrement, enfin, je te rejoins que c'est très déprimant. Là, j'ai passé Noël en Pologne, qui est donc sur le fuseau horaire de la ça France, c'est absurde. Pourquoi est-ce que et la qui, Pologne est sur ouais, et vraiment? qui, et donc, et en plus j'étais tout à l'est de la Pologne et tout au nord, donc vraiment le pire coin. Et là, et Il c'est faisait nuit pareil à quand, 2 heures. non, quand même pas. Mais disons que dès 3h30, enfin déjà bon, le soleil est toujours un peu en train de se coucher, puisqu'il il fait sa course très bas. Mais dès 3h30, on admire le coucher de soleil, s'il y en a, parce que ça c'est aussi un problème, c'est la couche de nuages permanente, le gris, et puis même pas, et pareil, on parlait d'enneigement. Oui, il y a des moments où il fait -20, il y a de la neige en masse, mais statistiquement, depuis 20 ans que j'y vais, bah, en fait, c'est pas si fréquent que ça, qu'on Ah a oui. beaucoup de Mm. neige. Mm. Et donc, ça aussi, ça contribue énormément à. Ouais, t'as un paysage brun-gris. Oui, et puis Voilà. là, ça baisse la luminosité, parce que s'il y a de la Ouais, neige, en ouais, fait, bon, ça ça t'as l'augmente. raison. Mm. Donc, donc je réfléchis beaucoup à ce problème, notamment depuis que. Quand est-ce que c'est que. C'est l'Union européenne, ou je sais plus qui, il y a 3-4 ans, qui ont annoncé que ils arrêtaient de donner des instructions sur les changements horaires, et que les pays étaient libres d'abandonner l'horaire d'été, ou l'horaire d'hiver, ce qui est, j'ai l'impression, plus probable comme abandon. Et je me demande, enfin, moi, je suis assez favorable à l'abandon, et surtout au fait que les pays arrêtent de se dire, ah, ouais, je veux être comme la Bologne, je veux être comme Berlin, enfin, je veux faire des affaires avec Berlin, donc je vais me mettre à leur horaire, quitte à en fait provoquer, je pense, massivement des dépressions dans toute la population et certainement nuire au pays. Enfin, toi, tu dis que tu es plus sensible à ça avec l'âge. Je pense que si moi je suis sensible, que tu es sensible, il y a peut-être beaucoup plus de gens qu'on croit qui est sensible, mais c'est pas vraiment une affaire politique en tant que telle. Et je me demande ce qu'il va falloir faire enfin, ce qui va se passer pour que tout à coup les gens prennent leur courage à deux mains, enfin, ou du moins que on arrive à se motiver collectivement à prendre une décision. Et pour changer de fuseau horaire, je crois que la Serbie aussi mériterait peut-être de repenser son fuseau horaire. Enfin, il y en a beaucoup. Et même Attends, il y a 1 heure de différence. La Serbie est à non, l'heure roumaine, non? non, non, je crois que c'est juste. Non, non, c'est juste après, hein. Ok, C'est ok, c'est en Roumanie. La Hongrie encore, et puis la Bulgarie, la Et la Roumanie, Roumanie, eux, ouais, ils ont 1 heure de décalage. avec comme la Grèce. Ouais. Je commence à avoir un doute maintenant sur l'Ukraine, mais je pense ils ont 1 heure de décalage au moins. Donc, ouais. Non, c'est extrêmement bizarre.
ce système. On est un peu coincé comme ça, et je pense que tout le monde, il y a beaucoup de gens, plus de gens que ce qu'on croit, n'en souffrent. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour ça. Je sais pas si t'as des idées, toi, pour faire accélérer les choses. Je sais pas pourquoi les pays, pourquoi les États, ça fait plusieurs années qu'effectivement, on entend, enfin, des années récentes, là où il y a une espèce de liberté, en tout cas de pays qui peuvent choisir leur fuseau, euh, et arrêter de changer d'heure, ça serait une bonne chose, je pense. Hmm. Là, je pense que la France est sur un bon fuseau horaire, je crois que l'Angleterre n'est pas sur un bon fuseau horaire, et la Pologne n'est certainement pas sur un bon fuseau horaire. Ah, en fait, peut-être que les Anglais, ils voudraient pas changer parce que comme c'est eux le GMT, le Greenwich Mean Time, s'ils changent le fuseau horaire, ils seront Alors, plus. les Anglais ont un avantage. Ils ont un avantage, c'est qu'en fait, ils ont un temps plus long de travail en commun avec les États-Unis. Et donc, pour les institutions financières, c'est un avantage en Grande-Bretagne d'avoir une heure de moins que nous. Parce qu'ils ont, au lieu d'avoir 6 heures de décalage, ils n'en ont que 5 avec New York. Et donc, au lieu de commencer à pouvoir travailler avec New York à nous, c'est 9 heures du matin, 9 heures, enfin, Oui, mais 15 ils heures changent d'heure l'après-midi. quand même. Oui, Donc, oui, non, mais je il parle y du a un moment de décalage, je parle du l'année où ils sont à décalage. 6 heures. Ah oui, non, mais parce que les États-Unis, ils changent aussi d'heure, 15 jours mais plus tard, c'est 15, ouais, c'est 15 c'est jours plus vrai. tard. Ouais, c'est putain, c'est pas grand-chose. Et encore, je crois que ça dépend. Euh, mais, euh, mais bon, effectivement, n'avoir que 5 heures de décalage avec New York, quand tu as des institutions financières qui doivent collaborer ou des entreprises, c'est plus intéressant, bien sûr, hein, parce que tu as un temps. Oui, mais alors, en fait, on revient dans cette logique que je critiquais il y a un instant, en disant que c'est mettre, c'est favoriser en fait des intérêts pseudo, enfin financiers, en mettant, je vais pas dire en péril, mais presque la santé de gens, ou certainement en provoquant des effets de bord assez importants dans la population, parce qu'ils vont se sentir mal la moitié de l'année, parce il fait nuit trop tôt et que c'est pas agréable, ou ça va favoriser l'alcoolisme, l'obésité, etc. Enfin, pas mal de choses. Et donc, j'ai du mal à croire. Enfin, si les gens ils veulent faire des affaires, ils vont s'arranger. On travaille bien avec la Chine et d'autres pays, ou même. Enfin, effectivement, c'est compliqué avec l'Australie, ça particulièrement. Mais bon, quoi qu'il arrive, je sais pas. Enfin, j'entends pas vraiment cet argument. Mais je vois ce que tu veux dire Mhm. sur les 5 heures plutôt que 6. Mhm. Bien. Bah Bon, moi, écoute, j'ai pas tellement de sujets à partager aujourd'hui, en tout cas, mais ouais, moi ça- j'en ai d'autres, mais je les garde pour la prochaine fois. ok, super, Bien, volontiers. merci, bonne soirée. Salut, à Ciao. bientôt.